Au cours des dernières décennies, on peut dire que les progrès technologiques ont complètement changé nos manières de collecter et d'utiliser les données personnelles des gens. Internet, les médias sociaux, toutes les boutiques en ligne ont créé une espèce d'écosystème où les données personnelles des gens sont clairement devenues du pétrole. Je parlerai pas évidemment de Facebook ou de Google, mais finalement on se rend compte aujourd'hui que quand c'est gratuit, c'est que le produit c'est nous. Et nous, ce sont nos données personnelles. Donc tout ça c'est bien beau. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable risque pour notre vie privée. La loi 25 au Québec, justement, a pour objectif de protéger ou du moins de tenter de protéger un minimum ces données-là. Dans cette vidéo, on va justement regarder ensemble en quoi consiste la loi 25, qu'est-ce que c'est concrètement et quel impact ça aura pour nous, les propriétaires de sites web. Moi, c'est Max Pezzetta, je suis un des cofondateurs de My Little Big Web. On est spécialisé dans tout ce qui arrive dans le générique. Par contre, je tiens à préciser quelque chose super important. C'est que cette vidéo, c'est juste du contenu informationnel, gratuit, qui vient alimenter nos réseaux sociaux et le blog. Je ne suis pas juriste. My Little Big Web n'est pas habilité à donner des conseils juridiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me tromper en expliquant tout ça. Il ne faut pas prendre tout ce que je vais dire comme du cash. Mon objectif, c'est de vous donner ce que j'ai compris de la loi 25. Mais encore une fois, il y aura peut-être des erreurs dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Mais surtout, si vous avez le moindre doute, vous devez contacter un professionnel juridique et ne pas prendre cette vidéo-là comme argent comptant. Le contexte historique de la loi 25. Face à l'augmentation significative des tentatives de piratage, de fuite de données, le gouvernement du Québec a introduit la loi 25 en septembre 2021 afin d'éviter que des particuliers ou des entreprises, on va dire, mettent en danger les données personnelles de leurs utilisateurs. Cette législation, aussi appelée loi modernisant la protection des données personnelles dans le secteur privé, ne me demandez pas de répéter cette phrase, a pour but de renforcer la protection des données. Ça, c'est l'objectif de base. Maintenant, la date d'application. Certaines mesures ont été mises en application en septembre 2022, tandis que d'autres vont être mises en application progressivement jusqu'en 2024. Cette mise en œuvre progressive permet justement aux entreprises de s'adapter à ces nouvelles normes, mais surtout de comprendre, parce qu'en réalité, nous, on reçoit beaucoup de demandes. Typiquement, là, quand j'aurai terminé cette vidéo, j'ai un rendez-vous client pour parler de la loi 25, où en fait ma cliente, elle va me dire « Ok, en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et moi, je dois la rassurer, lui expliquer en quoi ça l'impacte, mais j'ai beau avoir fait mes recherches sur la loi 25, il y a même des choses qui se contredisent. Si on veut que les entreprises jouent le jeu, on peut pas arriver tout de suite avec des grosses restrictions, des grosses sanctions, sinon ça va décourager les gens, ils vont juste pas le faire. Puis de toute façon, il y a tellement de sites internet hébergés aux quatre coins du monde, parce qu'on peut très bien avoir une entreprise ici au Québec, puis notre site il est hébergé aux États-Unis par exemple. Bref, c'est un gros bazar. Donc on y va progressivement pour laisser aux gens la possibilité, on va dire, d'absorber bouchée par bouchée la mise en place de tout ça, mais c'est pas si simple en réalité, surtout d'un point de vue marketing. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le non-respect de la loi 25, ça peut avoir des conséquences assez graves d'un point de vue financier, autant pour les individus que pour les PME. Les sanctions peuvent varier de plusieurs milliers à plusieurs millions de dollars, selon la gravité de la violation et le portefeuille, on va dire, des coupables. Maintenant, je fais quand même un petit aparté sur ça parce que typiquement hier, je me suis fait démarcher comme tous les jours. La technique de démarchage de la personne, c'était oui, bonjour, je m'appelle, je sais pas, Karine, je vous appelle du centre de finance machin bidule. Enfin, elle avait déjà perdu. Savez-vous que en cas de non-respect de la loi 1832, on s'en fiche, vous pouvez perdre jusqu'à 50 000 $, vous pouvez avoir une amende hyper élevée, et donc nous, justement, en grands sauveurs et altruistes de ce monde que nous sommes, nous proposons justement un diagnostic. Bref, je l'ai dégagé, parce qu'en fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'elle joue sur la peur. Cette technique de démarchage pour justement prendre des rendez-vous avec les dirigeants, c'est de jouer sur la peur, comme quoi on va se prendre une grosse amende si on respecte pas les choses. Ça me rappelle un peu la loi anti-pourriel de 2014, quand justement on disait, bon bah voilà, tu peux plus envoyer de courriel à quelqu'un qui t'a pas donné l'autorisation, ou du moins de message promotionnel. Moi, à l'époque, en 2014, j'utilisais beaucoup LinkedIn pour démarcher les gens. Donc, clairement, j'envoyais des courriels promotionnels à un réseau de relations. Et là, c'était flou.
est-ce que je pouvais continuer à le faire, sachant que ces gens-là, ils m'ont pas donné l'autorisation. Finalement, j'envoie un message LinkedIn à quelqu'un que je ne connais pas qui vient d'intégrer mon réseau et je lui dis voilà, bonjour, merci, bienvenue dans mon réseau, qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn, etc. Bon, c'est pas un message promotionnel. La même personne, bonjour, je m'appelle Max, je suis un des cofondateurs de My Little Big Web, on fait des sites web, des réseaux sociaux, du référencement naturel et de la publicité en ligne, est-ce que tu as des besoins? Ben ça, c'est un message promotionnel. Du coup, est-ce que cette personne, elle peut m'attirer des problèmes en me dénonçant? Voilà, il y a un gros flou. Ce que je peux vous dire, c'est que 10 ans plus tard, je suis pas le genre à m'inscrire à beaucoup d'infolettres et je reçois des dizaines et des dizaines d'infolettres chaque mois. Donc, je suis pas en train de dire que la loi anti-pourriel de 2014 n'est pas efficace, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que j'étais moins spammé qu'avant. Pas du tout. Donc, en ce qui concerne la loi 25, il faut la mettre en application. De toute façon, c'est la loi, donc on n'a pas le choix. Maintenant, les montants que je vais vous donner, c'est réel, hein, je peux aller les sortir de mon chapeau, mais j'irai pas jusqu'à avoir peur de prendre ces montants-là ou quoi, parce qu'il faut quand même comprendre que la majorité des entreprises sont des PME, voire des TPE, des très petites entreprises, qu'il y en a de plus en plus évidemment qui ont un site web et un formulaire de contact. Donc à partir de ce moment-là, elles sont assujetties à la loi 25, même si derrière elles ne font pas forcément de marketing web, donc en gros de campagnes promotionnelles, que ce soit des campagnes de courriel ou autres. Et il n'empêche que même les compagnies d'hébergement qui hébergent votre site web, je suis même pas convaincu qu'elles sauraient nous dire quelles mesures elles mettent en place pour protéger nos données personnelles, donc à savoir les données qui transitent sur leur serveur. Donc tout ça pour vous dire que oui, il faut mettre en place toutes les mesures nécessaires pour respecter cette loi, mais il ne faut pas commencer à avoir peur de se prendre des grosses méchantes amendes. Moi, je pense que ceux qui se prendront des sanctions sont ceux qui clairement savent ce qu'ils font, savent qu'ils ne respectent absolument pas la loi et jouent de ça. Je pense que les gens qui sont bien intentionnés, qui ont mis en place les choses de base, ça devrait être correct. Encore une fois, c'est mon avis, mais c'est juste pour éviter que si vous regardez cette vidéo et que vous dites « Ah mais attends, mais moi je suis pas du tout au courant, machin ». Ok, bah mettez en place les choses, mais c'est pas, voilà, faut pas avoir peur non plus. Maintenant, si on parle des bonnes nouvelles en termes de sanctions. Pour les individus, infraction mineure. Alors là, il faudra définir ce qu'est une infraction mineure, encore une fois. De 500 $ à 50 000 $, donc ça c'est parfait, tous les individus ont ça dans leur compte en banque, donc c'est pas trop méchant. Infraction modérée, de 1500 $ à 50 000 $ aussi. En réalité, donc pour les individus, le plafond c'est toujours 50 000 $, mais c'est le minimum en fait qui change, donc on a 500 $, 1500 $ pour une infraction modérée, 3 000 $ pour une infraction grave et 5 000 $ pour une infraction très grave de c'est pas bien ce que tu as fait. Pour les entreprises et les organisations publiques qui n'ont pas de réseau politique, pour faire sauter cette amende. Donc la même chose, je vais vous mettre un tableau en fait qui va résumer toutes les infractions parce que c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent dans cette vidéo. Surtout qu'en plus, encore une fois, qu'est-ce qu'une infraction légère, modérée, grosse, très grosse, ultra méga giga grosse? Ça, pour moi, on est dans le subjectif, même si ça reste du juridique. Donc, en gros, voilà, sachez que vous pouvez vous prendre des belles grosses amendes si vous respectez pas la loi. Explication détaillée de la loi 25. Oui, parce que en gros, il faut bien nous expliquer comment mettre en place les choses. La loi 25 impose plusieurs exigences aux entreprises ou aux individus qui détiennent un site internet et qui collectent des données personnelles. Le consentement explicite. Donc, en gros, c'est clair, il faut que les gens acceptent que vous collectez leurs données. C'est pour ça qu'il y a le petit pop-up avec écrit « Est-ce que tu acceptes que je collecte tes données pour tout un tas de trucs que tu comprends pas ?» Oui, non. La transparence. Donc en gros, vous expliquez ce que vous allez faire de ces données. Encore une fois, on est bien tous convaincus que tout le monde va lire les conditions de confidentialité planquées dans le pied de page des sites, évidemment. La limitation de la collecte. Alors là, je vais vous le dire texto comme c'est écrit, hein, ça ne s'invente pas. La collecte des données doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à l'objectif suivi. Débrouillez-vous avec ça. Le droit à l'oubli. Donc, en gros, le droit à l'oubli, c'est que les gens qui vous contactent devraient pouvoir vous dire « Bon, par contre, maintenant, même si je t'ai donné l'autorisation, tu m'enlèves de tes communications. » Donc, ça peut être même, par exemple, typiquement, vous recevez un courriel, une infolettre et il y a toujours le bouton « Désinscrire ». Et je pense qu'il y aurait plus de sanctions vis-à-vis de l'entreprise ou l'individu qui a envoyé un mass mailing et qui n'a pas mis de lien de désinscription. Je pense qu'il se prendrait plus d'amendes à cause du fait qu'on ne peut pas se désinscrire
que le courriel en tant que tel, parce que la plupart des gens, au pire, ils cliquent sur désinscrire et puis merci, bonsoir. Par contre, si jamais on peut pas se désinscrire, là, c'est un peu énervant, et qu'on reçoit encore des courriels, là, c'est énervant. Puis, faut que ce soit le plus simple possible. Le bouton désinscrire, c'est facile. En un clic, on est désinscrit. S'il faut contacter le support, envoyer un message de bidule, machin chouette, non, là, ça commence à devenir abusé et l'entreprise, elle le sait. Et je pense qu'on est parfaitement dans un exemple là, justement, où là, il y aurait une sanction pour le coup. La sécurité des données. Donc, les entreprises, elles sont tenues de mettre en place un certain nombre de process afin de garantir la sécurité de leurs utilisateurs. Ça veut rien dire. Parce qu'encore une fois, si vous avez un certificat SSL sur votre site, comme 99% des sites maintenant depuis 2018, je crois, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut mettre un petit captcha quand, je sais pas moi, pour empêcher les robots de vous spammer ou d'envoyer des pièces jointes contaminées? C'est super difficile en réalité à mettre en place parce que vous voyez, typiquement, vous envoyez votre CV. Donc vous êtes un hacker, vous envoyez un fichier contaminé avec votre CV. Donc là, vous contaminez les courriels du directeur des ressources humaines, qui contamine ensuite les courriels de toute la boîte. Et finalement, vous n'êtes pas du tout passé par le site, vous êtes juste passé par une boîte courriel. Donc encore une fois, tout ça pour expliquer que le risque zéro malheureusement n'existe pas et que cette obligation, cette exigence, elle est cute, mais elle n'est pas très précise en réalité, puisque je pense que ça reste de l'ordre du subjectif. Oui, dans cette vidéo d'ailleurs, je donne mon opinion en passant. Droit d'accès et de rectification. Les individus ont le droit de consulter et de modifier leurs données détenues par les entreprises. Donc comment on fait concrètement? On demande à l'entreprise. Voilà, tout simplement. La notification en cas de violation de données. C'est simple, c'est si jamais vos données ont été corrompues, ont été volées, l'entreprise a l'obligation de vous le dire. Tout simplement. Sachez qu'il existe des sites aussi qui permettent de savoir si votre adresse courriel figure dans une base de données justement de hacker ou s'est fait hacker. Donc vous pouvez très facilement aller sur ces sites-là, rentrer votre adresse courriel et voir est-ce qu'en gros elle est safe. Qui est concerné par cette loi? À peu près tout le monde qui est présent sur le web. Les entreprises privées qui vont avoir des formulaires de contact, qui vont du coup collecter des informations sur leurs clients, que ce soit les boutiques en ligne d'ailleurs ou même les sites vitrines, elles sont concernées puisque quelqu'un qui vous laisse ses coordonnées, nom, numéro de téléphone, adresse courriel par exemple, parce qu'il veut avoir des informations sur vos services ou qui prend rendez-vous avec vous, là vous collectez les données, donc vous êtes concerné. Les organismes à but non lucratif, même chose. Si jamais vous faites des dons à des organismes à but non lucratif, il y a de fortes chances pour que vous donniez votre nom, votre prénom, votre adresse courriel, votre adresse peut-être postale. Donc encore une fois, eux aussi, ils sont assujettis à cette loi. Les institutions publiques aussi, d'ailleurs en passant, évidemment. D'ailleurs, j'ai déjà plusieurs fois reçu des infolettres du gouvernement. On s'entend que je ne m'inscris pas aux infolettres du gouvernement et je ne pense pas avoir donné mon autorisation. Mais bon, c'est un autre débat. Ça ne fera pas l'objet d'une autre vidéo. Je tiens à garder ma chaîne. Et les particuliers également, vis-à-vis justement de ce droit à l'oubli, de ce droit de consultation et de modification. Comment se conformer à la loi 25? Il y a plusieurs étapes. La première, l'évaluation des risques. Donc là, c'est très simple. Vous analysez comment les données des utilisateurs, de vos clients, de vos prospects sont collectées, stockées et utilisées. Là, encore une fois, c'est assez théorique. C'est pour ça que je peux pas plus rentrer que ça dans le détail parce que je me rends compte que je fais que de défoncer la loi 25 depuis le début de la vidéo, mais c'est parce qu'en même temps que je vous l'explique, je pense à tout un tas de contradictions et je peux pas toutes vous les dire, encore une fois, sinon la vidéo va durer longtemps, mais j'ai parfaitement conscience que tout ce que je vous dis est méga théorique et que vous pouvez vous dire mais attends, c'est parce que par rapport à ci, par rapport à ça, c'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. La mise en place de mesures de sécurité adapté. Concrètement, j'assume pas ce que je vais dire. Je vais vous le dire quand même. Vous devez élaborer et implémenter des mesures de sécurité adaptées pour minimiser les risques. Voilà. C'est pas de moi. On parle évidemment... Je vais avoir des problèmes sur cette vidéo. On parle évidemment des risques que vous avez. Je me sens un imposteur. On parle évidemment des risques que vous avez évalués précédemment en phase 1. La formation du personnel. Concrètement, si on reçoit un courriel d'une adresse qu'on ne connaît pas avec une pièce jointe, on essaye de ne pas l'ouvrir. Ça nous est arrivé, nous, en passant. On s'est retrouvé avec un poste de travail qui avait été contaminé à cause d'une pièce jointe qui avait été envoyée, ouverte, et ça a mis un sacré bazar dans l'organisation. Donc, personnellement, en tant que dirigeant, j'explique fréquemment aux gens. Je suis pas convaincu que ça ait un impact énorme, mais en fait, c'est toujours mieux que de pas le faire.
peut-être que sur mes 35 employés, il y en a 2, 3 qui se sont dit « Ah ouais, peut-être que je devrais pas ». Et dans ce cas-là, c'est pour eux que j'ai fait cette annonce. Donc en gros, c'est pas ça qui va minimiser tous les risques, mais c'est toujours mieux que de pas le dire. Donc encore une fois, faut quand même sensibiliser au maximum les gens sur les problèmes principaux qu'on peut avoir dans l'entreprise quand on collecte des courriels, quand on ouvre des pièces jointes de destinataires qu'on connaît pas, etc. Audit et suivi. Donc vous devez effectuer régulièrement des vérifications, justement, voilà, est-ce que on a gardé les courriels de clients qui ont donné leurs coordonnées de carte de crédit, est-ce qu'il y a des traces de ça quelque part sur un cahier ou peu importe. Oui, régulièrement vous devez vérifier ça parce que c'est tout bête, mais vous notez sur un cahier les coordonnées de carte de crédit puis vous faites pas attention, vous jetez votre cahier au recyclage. Ouais, il y a peut-être des mecs qui regardent justement s'il y a des données intéressantes dans ces cahiers. Alors, on saura jamais que ça vient de vous. Mais il n'empêche que vous devez quand même faire des suivis régulièrement. Quand je dis régulièrement, j'ai aucune idée s'il parle d'une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour. Je ne le sais pas. Moi, je pense qu'il faut le faire à peu près tous les 2-3 mois maximum, dépendamment par contre de votre nombre de transactions. Mais 2-3 mois, je pense que c'est utile. Enfin, mettre en place une documentation. Ça, c'est super important. Donc, vous devez justement tenir une documentation accessible à tout le monde sur les mesures de sécurité pour que tout le monde qui souhaite en savoir plus puisse avoir l'accès à cette information. Et là aussi, ça fait partie des mesures qu'on va regarder. Est-ce que les employés savent où aller pour protéger tel ou tel système données collectées? Non? Bon, déjà là, vous êtes un peu coupable de ça. Après, vous pouvez pas mettre un gun sur la tempe de vos employés en leur disant « Ouais, apprends par cœur le document de sécurité ». Enfin, je veux dire, c'est clair, bien sûr que non. Mais déjà, le fait de le rendre accessible mais facilement accessible, tout le monde sait où c'est, là, vous vous protégez quand même pas mal. Pour conclure cette partie et synthétiser un petit peu, je vous mets un tableau avec les dates entre le 22 septembre 2022, 22 septembre 2023, 22 septembre 2024 avec les différentes étapes qui vont être franchies concernant cette loi. Les conséquences à long terme et l'impact global de cette loi. Donc les avantages pour les entreprises de mettre en place cette loi, c'est de renforcer la confiance des utilisateurs vis-à-vis du fait de partager leurs données. Parce qu'on le sait aujourd'hui que la collecte des données, le piratage des données et l'utilisation abusive des données, c'est abusé justement. Et donc, mine de rien, cette loi, je l'ai beaucoup taclée depuis le début de la vidéo parce que c'est mon côté un peu taquin. Mais en réalité, elle est super importante cette loi-là. C'est un pas dans la bonne direction parce que moi-même, j'ai pas envie que mes données elles soient revendues. En tant que chef d'entreprise, je me fais spammer tout le temps. Je reçois des courriels, je reçois des appels de démarchage, je reçois des courriers chez moi et c'est l'enfer. Donc si cette loi permet de mettre la trouille un peu à certaines entreprises qui du coup vont faire attention, c'est dans mon intérêt. Maintenant au niveau des défis et des obstacles potentiels, le premier c'est le coût financier. Je veux dire là moi je vois passer des packages pour la mise en place de loi 25 qui vont de $500 à $3000. J'ai pas fait mon analyse concurrentielle pour savoir si le 500, le 1000, le 2000, le 3000 finalement c'est tous la même chose, c'est juste le tarif horaire des agences qui change, mais ça a un coût. $500 pour beaucoup d'entreprises, c'est énorme, $3000, etc. Donc, il y a ce premier frein-là. On pourrait se demander, est-ce que les gens peuvent le mettre en place eux-mêmes? Oui, bien évidemment, ils peuvent le mettre en place eux-mêmes. Pas besoin de passer par une agence. La seule chose, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils veulent être conseillés, ils veulent être rassurés. C'est sûr que passer par une agence comme My Little Big Web, qu'on a mis en place des dizaines, voire même plus d'une centaine depuis que je fais cette vidéo, ça rassure. On a appris et on sait le faire. Est-ce que ça veut dire que le risque zéro n'existe pas? Non, malheureusement. Puis d'ailleurs, quand on parle de loi 25, moi je parle souvent à mes clients, je dis c'est bien, tu as mis en place la loi 25, donc protection de tes données. Admettons que tu as un site internet, je sais pas, en WordPress par exemple. Est-ce que tu as un forfait maintenance? Est-ce que tu mets à jour tes modules? Est-ce que tu mets à jour WordPress? Parce que si c'est pas le cas, il y a des failles. Forcément, ton site, ça va être un gruyère. Donc, ok, c'est cool. Tu as mis un pop-up qui explique que tu collectes les données, comment tu les collectes, etc. Puis qui contacter si on veut modifier ces informations. C'est bien. Mais par contre, derrière, si tu n'as pas un forfait maintenance ou tu mets pas à jour ton site internet au niveau des failles de sécurité, enfin des mises à jour au moins importantes, t'as fait que 50% du travail. Donc là aussi, du coup, ça génère un coût. J'ai des clients qui ont réclamé un forfait de maintenance mensuel. Donc en général, ça peut aller de 50 à $500 par mois, dépendamment du niveau. C'est un méga gros coût. Ceux qui payent $500 par mois, clairement, pour eux, souvent, c'est pas grand chose parce que c'est des grosses boîtes. Mais celui qui paye 100, 150 par mois, ça fait 1500, 1800, $2000 par an. Par an, c'est massif quand même pour certains. Donc,
Ça, pour moi, c'est l'un des plus gros freins. L'impact sur le paysage numérique québécois. Bon, c'est sûr que déjà de base, le Québec, ça a toujours été une province qui nage à contre-courant par rapport aux autres, c'est-à-dire que ils vont imposer des choses qui vont les faire passer pour le vilain petit canard, le tannant de la gang. Par contre, ce que j'ai constaté depuis 10 ans que je vis au Québec, c'est que on va taper sur le Québec sur certaines mesures. Par contre, quand on voit que ça fonctionne, on va copier le Québec. Donc, est-ce que le Québec est finalement précurseur là-dessus, va se fermer certaines portes parce qu'on va se dire « Oh là là, moi j'ai pas envie de communiquer au Québec, c'est un vrai bordel, je veux dire là, il faut se conformer à la loi 25, etc. » Peut-être. Ou est-ce qu'au contraire, les gens vont se dire « Bah non, c'est bien parce qu'au moins au Québec, ils se soucient des données personnelles des utilisateurs, donc moi j'ai plus confiance envers les entreprises québécoises. » Eh ben c'est possible aussi. Puis si jamais c'est ce second scénario qui arrive, comme par hasard, tout le monde va copier. Donc l'avenir nous le dira. En tout cas, gros respect à ceux qui sont allés au bout de cette vidéo, franchement, parce qu'elle n'était pas forcément facile à tourner et pas forcément facile à suivre. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter, soit par les commentaires, soit par l'adresse contact@mylittlebigweb.com. Salut!